C'est l'heure des blagues belges sur France Inter. Mais oui, ça va mieux, Laetitia Gaillet. Ouais, Attendez, parce que là, il s'est passé ceci à 16h, attention. Selon la NSM, ces produits contiennent des substances dangereuses pour la santé, pardon, et qui présentent des risques cardiaques graves. Ces deux C'est vache. Moi, J'en ai pris plein. Donc, quand on parle santé, c'est évidemment, vous vivez l'information, vous, c'est ça. Jusqu'au bout. Surtout, on a tenté de supprimer Laetitia Gaillet en direct, quoi. C'est impressionnant. Allez, merci Laetitia. Merci à pour vous, ces prouesses et ces informations. On vous embrasse, on vous dit à demain, et nous, c'est parti. Salut les amis. Salut Alex. Alors aujourd'hui, je vous préviens, on explose les règles du petit sketch de début. Ah oui, la conf de règles. Non, on dit la conférence de rédaction. Mais comme on reçoit deux linguistes, Arnaud Hout et Jérôme Piron, qui ont un spectacle sur l'orthographe. Ah bah deux linguistes belges, j'imagine, c'est ça? Ouais. Et attends, ils sont géniaux. Bah ouais. Ils veulent en quelque sorte libérer l'orthographe. Et donc je vous ouais. donne le texte, il Ouais. est plein de fautes d'orthographe dans le texte. Mais oui, mais Alex, ça s'entend pas l'orthographe à la radio. Non mais attends, Alex a raison, on a tous les droits aujourd'hui. On va révolutionner la langue Non, française. mais attends, non. Alors pourquoi, s'il vous plaît, on fait Allez, ça? on accorde pas les parties passées. Ouais. Non, c'est un sacrilège. Ah, super, on peut même inventer des mots. Vive la liberté, tu m'entends Madame Leblanc? C'est ma prof de français de 6ème. L'orthographe, c'est pour les nuls. Non, mais ça va pas, là. Vous respectez la langue du pays qui vous accueille. Accueil avec QU. Et respecté avec ER. Bah, des rétros, espèce de mécréant d'outre-Kievra. Oh, ça l'ennuie qu'on remette ces certitudes en question. Non, mais enfin, que deviendrait le français sans ses exceptions? C'est hibou, chou, caillou, genou. Mais qui les vieux jeux? On s'en fout de l'orthographe. Non. Et puis la langue, elle est d'abord orale, c'est pas figé. Puis il faut s'amuser avec la Bah, langue. je confirme, on peut bien s'amuser avec une langue Non, des fois. un peu de respect pour la langue de Molière. Ouais, tu sais comment il écrivait le misanthrope Molière avec une faute d'orthographe. Je suis choqué, alors là je suis vraiment choqué. Malmener comme ça notre culture, c'est quand même notre héritage, notre patrimoine. Non, mais le nôtre aussi. Nous aussi. De toute façon, on voit clairement que le niveau baisse dans cette émission. Et Alex, regarde, il a le seum. Il a le seum. Il est pas champion du monde de la langue, hein, ça. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la Start-up émission, cet espace qui accorde l'actualité à la blague si le COD de la rigolade est placé devant. Et la rigolade a déjà commencé. La rigolade est devant. Voici les 3 informations que l'on conjuguera crânement à l'impératif « Calmez-vous Juliette ». L'école de la République, c'est des valeurs gravées au fronton et bientôt un drapeau tricolore en classe et l'apprentissage de la Marseillaise ainsi que la reconnaissance faciale à l'entrée de 2 lycées. Et avec tout ça, on en oublierait presque les uniformes et les portiques. Vivement la récréation. Rompez! Plus de la moitié des recruteurs écartent les candidatures qui contiennent des fautes d'orthographe. La principale raison, c'est mauvais pour l'image de l'entreprise, car les employés sont aussi les ambassadeurs de cette entreprise sur les réseaux sociaux. Rassure-moi la belle, tu sais lire, hein? Ouais. Alors il est où le U de l'ambulance? Tête de nœud. Il y a une ambulance. Eux, ils en sont à la lettre T comme tambourin. Ça progresse à l'Académie française. Mais elle sert à quoi d'ailleurs en 2019? Si l'Académie disparaissait, personne ne s'en apercevrait, à part les amoureux du folklore et les habitants de cet EHPAD 5 étoiles. C'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité. Pardon. Alors lui nous le prescrit de la vanne tous les jours. C'est Alex Vizorek. Mais bonjour Charlie de Vanounacker. Nous sommes en majorité belge aujourd'hui autour de la table, mais malgré tout, nous avons une belle équipe de Français pour nous divertir. À 17h20, celui qui aime écrire, car ça commence à gauche et ça finit à droite comme son idole Manuel Valls. Bonjour Pablo Mira. Salut Alex, bonjour Charline. Guillaume. Alors vous le savez, l'antisémitisme en France est... Ah, pardon, déjà 68 messages d'insultes de gilets jaunes islamistes. Bon, vous savez qu'on va plutôt faire un édito sur la sexualité. Allez, à tout à l'heure. On peut pas parler de ça. À 17h30, celui qui nous prouve que le bon sens n'est pas la règle. Non, avoir du bon sens tient souvent de l'exception dans certains endroits de France. Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la polémique du moment parent 1 et parent 2 qui remplacent père et mère sur les formulaires scolaires. On va donc parler quoi? PD et socialisme. Voilà, PD et socialisme au programme aujourd'hui. Et enfin, à 17h40, celle que nous allons ramener chez elle vendredi à Saint-Étienne. Et Inch'Allah, cette fois, il la garde. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Des invités. Mais des invités. Parce qu'ils sont deux, parce que ce sont des hommes et parce qu'ils sont belges. Mais avec joie, mais qui sont-ils? Alors, mais qui êtes-vous? Arnaud Hout. Jérôme Piron. Oh, dis donc, si c'est Hout et Piron. Charline Vanounacker, Alex Vizorek. Ah,
Jupiter. Nous formons donc le club des orthophonistes à 17h12 sur France Inter avec vous. Alors, on vous a découvert tous les deux en France suite à une tribune parue dans Libération qui proposait de simplifier l'accord du participe passé avec avoir. Arrêtons de l'accorder quand le COD est placé devant parce que finalement, cette règle vient d'une erreur des moines copistes qui pouvaient faire l'accord du participe passé parce que le COD était devant, puis quand elle était derrière, ils copiaient, donc ils ne prenaient pas la peine de l'accorder, et donc on se fait taper sur les doigts aussi aujourd'hui avec cette règle, tout ça parce que les moines étaient des feignasses, évidemment. Mieux fait de faire de la bière. C'est comme ça, pas tous, mais c'est comme ça qu'on vous a découvert en jetant ce pavé dans la mare, parce qu'on a quand même parlé pendant toute une semaine en France de votre tribune dans Libération. Vous avez énervé tout le monde. Et oui, parce que vous n'êtes pas des curés de la langue, comme vous dites. Et d'ailleurs, vous en faites un spectacle qui est extrêmement drôle et plein d'enseignements. Et donc j'imagine qu'à ce moment-là, tous nos auditeurs se disent mais comment avec l'orthographe, qui est quelque chose qui paraît tellement rébarbatif, normé, voire dogmatique, comment est-ce qu'on en fait un spectacle où on s'amuse et on rit? Disons que le potentiel comique de l'Académie française, par exemple, est déjà assez gigantesque. On va s'en rendre compte. Costumé. Et vous parlez du fond, pas de la forme. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on fait la distinction, ce qu'on fait en linguistique, entre la langue et l'orthographe, on se rend compte qu'on peut tout à fait défendre la langue sans nécessairement défendre le code graphique qui permet de la transmettre, donc le code en fait. Et donc nous, en se penchant sur le code de l'orthographe, on s'est rendu compte que, enfin, pas nous, les linguistes qui ont travaillé à ça, nous on ne fait que relayer la parole de la recherche en fait dans ces questions-là, qu'il y a plein de formes qui sont absurdes et pour de mauvaises raisons, et que donc on a effectivement eu tendance à respecter sans vraiment réfléchir des règles qui parfois ont des fondements foireux. Votre postulat, c'est l'orthographe, c'est pas la langue. L'orthographe, c'est l'écriture de la langue. Elle devrait être à son service. D'ailleurs, il y a vous publiez le texte du spectacle chez Textuel, et il y a un des sous-titres qui dit « On se demande souvent comment respecter l'orthographe, mais l'orthographe est-elle respectable ?» Et vous ouvrez le spectacle, Arnaud Houd et Jérôme Piron, sur toutes les manières d'écrire bêtement le son S. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu? Oui, bah il y a le S, il y a les deux S, il y a le C, le CCD. Je crois que les gens font l'exercice dans leur tête. Oui, c'est un exemple. Ça va devenir à chaque compliqué. fois, il y a le T, ok, là tout le monde me suit. Il y a le X, dension, les mentions. Il y a X qui a l'air plus bizarre, mais c'est dans 10 ou 6. Ou dans Bruxelles. Ou dans Bruxelles, effectivement. Important. Après ça, il y a le Z dans Quartz ou Aztec. Il y a le TH dans Forsythia. Il y a l'échec scolaire. Ça commence à apprendre là. Il y a le STH de isme ou de asthme. Ouais. Alors plus saugrenu, il y a les deux C de succion. Et on a même trouvé SCCD dans Il acquiesça. Voilà. Donc 12 manières d'écrire le son S. Et puis vous dites, par contre, si vous voyez la lettre S écrite, comment peut-elle se prononcer? Soit z entre deux voyelles, soit pas. Voilà. Donc ça fait un son, 12 manières de l'écrire, une lettre, 3 façons de la prononcer. Et vous dites aussi que les grands auteurs, à une autre époque, étaient moins regardants sur l'orthographe. Beaucoup de très grands écrivains s'inquiétaient pas de l'orthographe, puisque avant le XVIe siècle, il y a pratiquement pas d'orthographe. Montaigne ou Rabelais avaient leur propre orthographe, qui variait même d'un manuscrit ou d'un imprimeur à l'autre. Et jusqu'au XIXe siècle, l'orthographe... Bon, d'abord tout le monde n'écrit pas, donc a priori c'est pas une question qui concerne tous les Français. Et puis à partir du 19e siècle, une fois que la norme devient vraiment incontournable, là on commence à avoir un débat plus politique et plus sociologique sur la question de l'orthographe. Mais les grands écrivains eux-mêmes s'en inquiètent pas énormément. Voltaire lui-même trouvait que l'orthographe était absurde, saugrenue et qu'il fallait la changer. Il l'a changé d'ailleurs. D'ailleurs il l'a changé. Oui. Et on reviendra sur aussi l'Académie française et son apport là-dedans. Alors moi j'ai une question. Oser remettre en question l'orthographe et parfois même la grammaire, est-ce que c'est pas un excellent apprentissage de l'esprit critique et je dirais même de la désobéissance? La désobéissance, c'est bizarre parce que nous, on a appris tout ça à l'université, donc c'est le moment où on apprenait bien ce qu'on nous disait. Et ce sont nos profs d'UNIF qui nous ont expliqué que l'orthographe était absurde à cet endroit-là, que ça c'était respectable, ça l'était moins, et ça pas du tout. Donc en fait, pour moi, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Il s'agit juste de transposer le regard critique qu'on apprend dans les études supérieures en général. Oui. Simplement de le poser sur cette chose-là plutôt qu'une autre. Mais il y a un rapport plus détendu à l'orthographe et à la langue en Belgique par rapport à la France, où il y a, c'est presque religieux l'orthographe. Disons que si l'orthographe a un rapport à l'identité, notamment nationale, puisqu'elle a été construite au 19e siècle, quand on cherchait à faire une langue à l'image d'une république,
un peu une et indivisible. Nous, on n'a pas cette identité républicaine, donc on a peut-être un peu de recul par rapport à ces questions-là. Après, l'opinion publique est tout à fait similaire en Belgique qu'en France. Les gens sont arc-boutés sur... Parce qu'au moment où vous proposez des mots à écrire autrement, et le public peut lui décider s'il accepterait de vivre ça ou pas, et selon le mot, et selon les gens, et sans doute selon les lieux, peut-être. Tout à fait. Et alors les gens se filment eux-mêmes, et donc on filme les gens, et alors les gens, on voit qu'ils changent d'avis parce qu'ils se voient voter pour. C'est un peu inquiétant. Oui, il y a du débat, il y a de la dictée, c'est très rigolo, c'est illustré, alors on vous le recommande. C'est un spectacle-conférence qui s'appelle La Convivialité, qui est en tournée. Par exemple, du 19 au 21 février, vous êtes au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Le 26 février au Centre culturel de Huy, c'est autant en France qu'en Belgique. Exactement. Vous serez par exemple à Carros, au théâtre Forum Jacques Prévert, le 4 avril. Et puis Centre culturel de Ciney, ça c'est en Belgique. Et puis Grande-Sainte, tiens, le 3 mai. Et puis au Chapeau d'Ébène pendant le Festival d'Avignon. Donc toute la France pourra profiter de la convivialité. Et puis il y a le livre aussi, on va vous en parler, La faute de l'orthographe. Vous dites d'ailleurs, le mot faute vient du vocabulaire religieux. Arnaud Hout et Jérôme Piron sont en notre compagnie. Et celui qui parle le mieux de l'orthographe, c'est peut-être Serge Gainsbourg. En lisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'est si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là y en a une. J'en mourirai, n'est pas français, ne comprends-tu pas? Ce sera ta faute, ce sera ta faute, là y en a pas. Moi je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prends pas deux. Ça te calmera et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au eux dans l'eau. Vous écoutez France Inter par Jupiter avec les linguistes Arnaud Hout et Jérôme Piron. Leur spectacle conférence s'appelle La Convivialité. Ils sont en tournée dans toute la France, notamment à Évry les 14 et 15 mars ou à Chaumont le 20 mars. Dites-moi, comment peut-on dire 8 ? Est-il incorrect de dire oui? Bien la bouche. En général, quand on demande à un linguiste est-ce que ça se dit, il répond oui, tu viins de le faire. Donc en gros, ça dépend. La réponse est ça dépend où, en fait. Très bien. Et oui, ça dépend où. Au Moyen Âge, ça se dit pas. J'insiste là-dessus. Je veux pas. Allez, 17h21 sur France Inter. Et qui pourra entourer nos invités, Alex? Eh bien, vous avez entendu Pablo Mira. Ouais. Vous entendrez Guillaume Oui, Meurice tout à fait. et son son de la France. Et Juliette Arnaud parlera orthographe. Allez, les informations radiophoniques. Je demande qu'on interdise les manifestations. Par Jupiter, tu t'opposes. Le journal de presque 17h17. Je dis, il est interdit de marcher sur le gazon. Et on commence par les titres. Ce week-end à Paris, en marge de la manifestation des Gilets jaunes, Alain Finkielkraut a subi un flot d'insultes antisémites. Eh oui, moi qui détestais déjà l'antisémitisme, mais là c'est encore pire maintenant qu'il m'oblige à prendre la défense d'Alain Finkielkraut. Un rassemblement est prévu demain, justement, contre l'antisémitisme, rassemblement auquel ne participera pas Emmanuel Macron. Mais ouais, il n'a pas pu venir apparemment, il y avait un hommage à Pétain qui était prévu. Et des brèves. Oui, parce que je continuerai à me battre contre l'antibrévisme primaire, notamment le vôtre.
c'est quand même beaucoup de rigueur. Oui. Donc le président n'ira pas. Non, et pourtant Olivier Faure a appelé Emmanuel Macron à se joindre à la marche contre l'antisémitisme. Oui, Emmanuel Macron qui aurait répondu Olivier. Oui. Revenons donc sur l'acte 14 des Gilets jaunes. Samedi à Paris, Ingrid Levavasseur, l'une des figures des Gilets jaunes, a été insultée puis exfiltrée de la manifestation. Et oui, les Gilets jaunes, on dirait de plus en plus Koh-Lanta. Au départ, c'est des gens qui sont là pour survivre, mais au final, ils s'éliminent entre eux. Côté politique, Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, il demande qu'on interdise les manifestations samedi prochain. Et oui, pour Éric Ciotti, la démocratie, c'est comme le shampoing, ça l'intéresse pas énormément. International, le Vatican a défroqué l'ex-cardinal américain McCarrick, accusé d'abus sexuels. Et oui, ça l'a changé, hein, monsieur McCarrick, de se faire défroquer par des adultes pour une fois. Selon le quotidien de Tokyo, l'Asahi Shimbun, le Japon a nommé Donald Trump pour le prix Nobel de la paix à la demande des États-Unis. Oui, et je ne veux pas trop m'avancer, mais même si la France leur demande, ça m'étonnerait qu'ils nomment Carlos Ghosn pour le prix Nobel de l'économie. Fait divers, Oui. à présent, affaire Nordal-Lelandais. Les enquêteurs s'intéressent désormais à une quarantaine de dossiers non résolus. Quarantaine, Nordal-Lelandais, c'est le mec qui va assurer les 10 prochaines saisons de fait entrer l'accusé. Sport toujours. Oui. L'équipe de France. Sport toujours. Bien joué, je l'avais pas vu cette transition, c'est finot ça. Ouais. Adil Rami a expliqué qu'il a fait un petit burn-out après la Coupe du Monde. Oui, Coupe du Monde durant laquelle, nous le rappelons, il n'a pas joué une seule seconde. Pas hein, une ouais. seule seconde. C'est comme si Pénélope Fillon avait fait un burn-out pendant qu'elle était assistante parlementaire. Par contre, il est champion du monde quand même. Hein. Il a gagné la Et il a Coupe. pas le seum. Je crois qu'il a Alors, pas le football seum. toujours, Football, on vrai continue, football, il vrai connaît football rien. avec des vraies règles qui sont respectées. Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, l'a assuré, il continuera à exercer tant que son club n'aura pas remporté la Ligue des Champions. Et oui, c'est peut-être le président qui aura la plus longue carrière juste derrière Abdelaziz Bouteflika. Allez, les brèves. Deux brèves avec des jeux de mots. Oh hein. merde, On va allez, se régaler. génial, pardon, génial. Amiens, Ouais. l'agresseur sexuel qui se léchait les doigts interpellé. Je peux vous dire que maintenant il se les mord, les doigts. C'est excellent. Excellent, C'est sans la compter dernière, la dernière qui est encore mieux. Là, les grosses têtes en face, ils flippent. Je récupère de l'auditeur. Ah, bien sûr. Contrôlé pour un excès de vitesse, le chauffard cachait un poney à l'arrière de sa camionnette. Et normal qu'il soit en excès de vitesse, il a beaucoup trop de chevaux. C'est fini ou... Non, Ah, non, dommage. je sentais que vous alliez être un peu déçu Si, du c'est mariage fini, là-dessus. là, Non, non. Déclencher l'alarme incendie. Petit cadeau pour terminer. Après, Norman fait des vidéos, Ariel fait des vidéos. Ah, c'est une jeune youtubeuse. Non, c'est une vieille actrice. Ariel Dombal nous a... Ouais, c'était cadeau. A fait une petite vidéo pour nous annoncer qu'elle quittait New York. Goodbye, New York. Here I am leaving the town. And in Central Park, and the snow is melting, and the sun came up, and it's the story of our life. It was beautiful. Bye, New York. Voilà, on rappelle évidemment les ravages de la drogue. Ah oui. Ça, c'est de l'information, quoi. C'est quand même de l'information bien solide, hein, à 17h25 sur France Inter, bien sûr. On salue la rédaction qui fait un magnifique travail. Et on se rend compte. Ils viennent pas trop nous voir pour avoir des conseils, bizarrement. Allez, nous sommes avec les deux linguistes belges, Arnaud Hout et Jérôme Piron, et on va parler école de la République française, messieurs. Nos élus ont déjà songé à la présence policière dans l'établissement. Ils ont déjà songé au retour de l'uniforme, à l'installation de portiques, au drapeau tricolore dans chaque classe, à l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise, dont un sang impur abreuve toujours nos sillons, enfin les vôtres parce que moi je suis belge. 2 lycées sont en train de tester la vidéo à reconnaissance faciale à l'entrée du lycée. Donc si tout ça était bien mis en place en même temps, elle ressemblerait à quoi l'école de la République? À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on a? J'entends rien. On a quoi? On a quoi? J'entends rien. Fort. Voilà. Ça va pas être simple, mais on va y arriver. Check. 18, c'est ça, 19, du lard, bande de fiottes, allez. On n'est pas la portail et des crayons. Bien sûr les appuis, on appuie à fond là. Un extrait du film La Dream Team, le film de Thomas Soriot. Alors, Arnaud et Jérôme, est-ce que vous, qui enseignez en Belgique d'ailleurs, vous comprenez que le débat sur l'école ici en France soit très très orienté vers l'ordre, le patriotisme, la sécurité? Moi, je croyais que l'école, c'était d'abord une affaire de pédagogie, mais peut-être pas partout, apparemment. Oui, c'est très superficiel, toutes ces choses. Mettre des drapeaux devant. Je sais pas, en Belgique, il y a beaucoup d'écoles avec des crucifix. Il n'y a pas plus d'ados dans les églises. Donc, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'écoles catholiques encore. Beaucoup d'impact, ces choses-là. C'est très communicationnel, j'ai l'impression. C'est ça, c'est de la com. Voilà, c'est le dire est plus important que le faire, j'ai l'impression. Voilà. Et est-ce que en Belgique, les débats sur l'école, ils se portent sur d'autres thèmes?
il y a aussi ce genre dans toutes les écoles du monde, les débats portent sur le retour à ce que beaucoup de gens appellent les fondamentaux. Donc le problème, c'est que pour un pédagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille la didactique ou qui étudie des manières d'enseigner, donc la question de comment est-ce qu'on transmet mieux des choses, la question des fondamentaux est une sorte de ponzane, c'est-à-dire qu'en fait personne ne définit vraiment ce que c'est les fondamentaux. Oui, si, c'est donc on se réfugie là. Comment? C'est ça. la vraie apprendre à question. lire, apprendre à écrire, c'est beaucoup plus compliqué que simplement frapper sur les élèves avec de la littérature. C'est malheureusement très. Les engagements de Jean-Michel Blanquer aujourd'hui, je ne suis même pas persuadé qu'il soit parfaitement convaincu de ce qu'il propose. C'est-à-dire que c'est vraiment de la communication, une forme de populisme pédagogique qui permet le mot est lâché. Oui, un peu, oui, qui permet d'être très populaire en plus, puisqu'on sait que ce genre de discours sur les fondamentaux, sur le retour à une école, comme on faisait avant en fait, en gros. Alors il est aidé par la droite aussi. Je pense que le drapeau à l'école, c'est Éric Ciotti qui a proposé un amendement à l'Assemblée, donc ils font tous une très belle équipe quand même. Mais il y a par exemple 2 lycées dans le sud de la France qui vont être équipés sous forme de tests. C'est une idée de Renaud Muselier, pour citer le Big Brother de la Garrigue et lui rendre hommage, de vidéos à reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. Puis l'idée de la présence d'un flic, de l'uniforme, etc. Est-ce que il n'y a pas le danger que ça banalise toute cette surveillance qui soit banale, inculquée aux élèves, et que finalement ils trouvent ça normal toute leur vie, et que nous on vit avec des portiques partout, à Radio France, dans les gares. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de l'influence du cadre sur la manière dont vous vivez quelque chose. Quand on a une expérience comme aller à l'école, rentrer à France Inter, aller au théâtre, on sait très bien que la manière dont on est accueilli, la manière dont on perçoit l'environnement va conditionner la manière dont on se comporte. Mais là, j'invente l'eau chaude. On a tendance à confondre le pouvoir. Mais c'est le principe de l'émission, ça. On fait ça depuis 5 ans. Personne s'en est rendu compte. L'eau chaude existe. Oui, c'est ça. Je crois que j'ai mixé 2 trucs là. Le problème, c'est qu'on a tendance à confondre autorité et pouvoir. On a le pouvoir, on écrase les élèves avec une forme de pouvoir qui est très symbolique en plus, à la Marseillaise, toutes ces choses-là. Alors que l'autorité, c'est les élèves qui la donnent aux professeurs. Donc on mérite l'autorité, on fait autorité devant ses élèves à partir du moment où on a d'autres valeurs que simplement celle de tu te tais, c'est comme ça. Justement, comment ils font les professeurs qui viennent vous voir avec leur classe pour avoir de l'autorité à expliquer l'orthographe après? En fait, ils gagnent en autorité parce qu'après, ils sont capables d'expliquer ce qu'ils enseignent. Tout à fait. Et ça, c'est quand même une chose qu'on demande. Enfin, moi, quand j'étais gamin, je sais que je donnais plus de respect à celui qui était capable de m'expliquer la raison des choses qu'il m'enseignait. Quand on enseigne l'orthographe, on dit voilà, là tu mets un S, là tu mets un X, mais combien de profs expliquent pourquoi on met un S? Exemple, cheveux, vous pouvez expliquer Oui, le cheveu, en fait, le X de tous les pluriels en X, de bateau, comme ceux de chouibou, mais aussi neveu, etc. Tous les pluriels en X viennent d'une erreur où, à un moment, quand on a recopié le dictionnaire, on a confondu une abréviation, parce que tous ces mots se terminaient par un S à la base, au pluriel, en toute logique en fait. Donc il y a tous les mots qui se terminaient en US ont eu une abréviation pour ce US qui ressemble vaguement à un X. Et un jour, il y a des académiciens qui ont pris ça pour des X. Et donc ils se sont dit bon ben voilà, maintenant on va mettre des X partout. Et voilà comment cheveux au pluriel prend X alors que ça vient d'une erreur et qu'on l'écrit toujours aujourd'hui. Et voilà comment. Mais c'est vrai que dans toutes ces formes d'écriture, on nous explique jamais pourquoi l'accord du COD avec l'accord du participe passé employé avec avoir, pourquoi est-ce que accord avec le COD placé devant peut parfois ça répondre. On n'explique même pas ce que c'est un accord tout court. On dit même pas à quoi ça Guillaume, sert. mais ne sait pas non plus ce que c'est un accord, mais dans un cadre musical. Eh bien, si vous vous procurez la faute de l'orthographe, par exemple, le texte du spectacle, paru chez Textuel, ou si vous allez voir Arnaud Hout et Jérôme Piron dans La Convivialité, qui sont en tournée dans toute la France et en Belgique, vous comprendrez aisément. Il est 17h31. Eh bien, je vous propose de passer la parole à Pablo Mira, éditorialiste et auteur du livre La sexualité disruptive, quel coït pratiquer face à la montée du géant chinois. Et Pablo, vous vous inquiétez aujourd'hui de voir les Français et les Françaises faire moins l'amour que par le passé. Ouais, Malouloute, l'heure est grave, elle est issime, elle est gravissime. Selon une étude parue dans la revue américaine The Atlantic, les trentenaires ont déserté les contrées de l'érotisme. La génération des millennials préfère désormais vivre au pays de l'abstinence sexuelle parmi les geeks et les contrôleurs de gestion. Les raisons à cela sont multiples, à commencer par l'hyperconnexion, notre dépendance aux écrans. En quelques années, la phrase « Oh chérie, pas ce soir, j'ai la migraine » s'est condensée en un seul son.
celui-ci. Oui, Netflix et d'autres plateformes de divertissement font mal à la libido. Alors on pensait pourtant que les applis de rencontre allaient faciliter les rapports sexuels. Mais non, c'est tout l'inverse. Elles ont sur nos entrejambes le même effet que le visage d'Alain Juppé. On peut également pointer du doigt, vous savez, l'usage des sextoys qui a fait exploser la masturbation chez les femmes, mais aussi chaque intervention télé de Yann Moix qui a fait exploser la masturbation chez Yann Moix. Même si c'est vrai, la masturbation, il faut dire ce qui est excellente pour le cœur. Ça l'aide à le fortifier et puis ça réduit de moitié les risques d'attaques cardiovasculaires. Autant vous dire qu'Alex Vizorek, c'est Highlander, le type est immortel. Il est né dans les hautes plaines d'Écosse il y a 400 ans. En revanche, autre vrai tue l'amour, beaucoup plus problématique pour le coup, on le connaît tous, c'est bien entendu l'industrie du porno qui bousille le cerveau de toute une génération. Moi je vous dis, mon fils a regardé un film X une fois, et bien il était mais littéralement traumatisé. À 9 ans, j'ai dû lui expliquer que non, quand on s'aime, on n'est pas obligé de parler en allemand. Conséquence directe de tout cela, l'âge du premier rapport sexuel ne cesse de reculer. Chez les filles, par exemple, c'est vers 20 ans que l'on connaît son premier rapport, et c'est vers 20 ans et 2 minutes que l'on connaît sa première déception. Et encore, vous savez, même si je fais partie de cette génération d'abstinents, moi j'ai perdu ma virginité beaucoup plus tôt. Pour le coup, j'avais 16 ans, la fille avait 2 grammes. Je me souviens de chaque seconde de cet instant magique. Et en même temps, c'est pas compliqué, des secondes, il n'y en a eu que 7. Donc moi, je vous le dis, je suis très inquiet de cette récession sexuelle. Il faut faire attention quand dans la vie, le sexe, l'érotisme n'a plus sa place. Car on sait tous ce que ça donne quand l'érotisme disparaît totalement d'une vie. Ça donne François Langlais. Alors oui, l'économie, j'adore ça, 1 + 3 = 4, c'est super, mais je ne souhaite ça à personne pour le coup. Bien sûr, tout n'est pas perdu, on peut encore inverser la tendance. Vous savez, en amour, moi je suis un optimiste et je préfère toujours voir le vagin à moitié plein. Il n'a pas assumé celle-là. Et je pense, c'est très sérieux comme sujet, et je pense qu'on peut facilement relancer ça. La tienne, hein. Votre mère écoute. On peut la relancer avec des astuces très simples, comme tester des nouvelles pratiques. Des jeux de rôle, par exemple. Allez-y, mon loulou, respirez. Des jeux de rôle, ma louloute. Des jeux de rôle, bah ouais, ma louloute. Moi, par exemple, ce qui m'excite, vous voyez, c'est quand ma femme se déguise en infirmière et qu'elle néglige ma toilette parce qu'elle est en sous-effectif. Non, on va laisser tomber en pyjama. Si, on voit que ça aurait été drôle, Ouais, mais ça- il l'a vendu. Non, là, c'est foutu. Mais ce n'est qu'un exemple. Bon, allez. Bien sûr. Parmi tant d'autres. C'est pas, mesdames. Pire que Gad Elmaleh, vous faites rire vous-même. Et ce sont les vannes de Gad Elmaleh. Oui, c'est bien. Non, plus sérieusement, sur les jeux de rôle, par exemple, oui. mesdames. Exemple, le costume de policière marche très bien. Quant à vous, messieurs, voilà, soyez originaux, testez le déguisement de l'homme qui ne pense pas qu'avec son sexe. Pareil que ça plaît à chaque fois. Peu importe, l'important c'est d'oublier sa timidité et de foncer. Vous savez, aux plus jeunes qui pourraient nous écouter, qui n'auraient jamais fait l'amour par peur de ce que c'est, je leur dis, il faut se lancer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors trouvez un forgeron et faites-lui l'amour sur une enclume. Pour conclure, je le dis et je le répète, alerte. Alerte, les chiffres sont unanimes, de génération en génération l'activité sexuelle ne cesse de faiblir. Pourtant, et c'est là tout le paradoxe, on est en train d'assister au plus impressionnant gangbang de l'univers, avec 7,6 milliards d'êtres humains en train de niquer une pauvre planète. Allez, salut. Oh, Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est Merci Pablo Mira. Et sachez que vous pouvez Elle était podcaster dure, celle-ci. les chroniques de mon petit ange trapu. Bien sûr, sur les podcasts disponibles. Merci Pablo. La tête tourne en derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Le parquet craque sous nos semelles usées de gosses de riches, on fume sur la corniche, dedans la musique recouvre les causeries. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temple, le pasteur ne fera que de faux prêches. On a la vie devant nous pour user nos cartouches. Dehors la ville est belle comme si j'étais un bateau mouche. Degrés dans le rouge, des couples copulent sur la lune. Copine c'est la luce, 15 ans d'âge transforme des yeux en lagune. Embouteillage de filles devant les toilettes. Merde, j'ai confondu les noyaux d'olive avec les cacahuètes. On danse nos solitudes sur des rythmes binaires. Tous par terre, le cerveau dans la brume, y a de l'humour dans l'air.
Dans ces instants brefs, c'est le temps qu'on déjoue. Donc dis-moi à quoi on joue avant les lueurs du jour. É que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral, é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, é lua cheia. O seu perfume é da Chino de Paris. Se torce pro PSG. E diz aí o que falta pra tu ser feliz. Sol, vento na cara, chope gelada, biquíni, sandália. Mais uma noite no Brasil. Vamos até caminhar na praia e cair na gandaia, nas ondas do amor. Allongé la tête dans les nuages, la nuit est bleutée. Lève les yeux là-haut, le ciel est à notre portée. Est-ce un drone, une étoile? Oh peu importe, fais un vœu. Le cadran essoufflé affiche une heure de couvre-feu. Cachaça, sucre canne, glaçon pilé. Mon petit cœur est un citron dans un mortier. Le ciel est clairsemé comme la piste de danse où sont passés les temps sereins où rien ne portait à conséquence. Un fragment de volupté, un parfum, une archive, une fragrance d'été. Une fumée suffocante, tes contours et mes pensées me fouettent comme une pluie battante sur le pas de passants pressés. Viennent des lueurs à la fenêtre, la nuit qui meurt pour voir un nouveau jour naître. Et comme le temps nous est compté, j'irai camper sur tes lèvres pour m'endormir à t'écouter. C'était la balade brésilienne de Gaël Faye et Flavia Coelho sur France Inter où il est 17h39. Nous sommes en compagnie de deux linguistes un peu révolutionnaires, Arnaud Hout et Jérôme Piron. Révolutionnaires pour la France, hein. Attention. Modéré. Et à côté, oui. Et à côté de vous, Guillaume Meurice. Eh ben, je vais vous parler sémantique aujourd'hui. Je profite de la présence des deux terroristes de la langue française, hein, les frères Kouachi du CCLI, pour vous parler de la bagarre du moment. Donc, remplacer les mots père et mère par parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires, ça fout un véritable bordel. Pascal Praud est en burn-out, hein, il y a des débats sur CNews. Hein. Pascal Praud, je vous rappelle qui c'est, le père spirituel de la mère patrie, ou le parent 1 spirituel du parent 2 patrie, comme il craint de devoir dire bientôt. Il est inquiet, et c'est vrai que la France n'a plus de repères, plus de parent 1 ou 2. Putain, ça va être chiant cette chronique. C'est compliqué. Les Françaises et les Français sont perdus, je suis allé les voir dans la rue. Cette dame, elle a peur de quoi? Lorsqu'un enfant a deux papas ou deux mamans, c'est que le couple éclate et qu'il y a une troisième personne qui arrive. On a déjà est-ce que c'est pas le cas déjà dans les familles avec un papa et une maman? Oui, mais ça reste classique là, un papa et une maman, tandis que là ils ont déjà deux papas. Ils vont en avoir un troisième peut-être. Qu'est-ce que ça change? C'est une question que je me pose. Oui, il faudrait poser une réponse. Du coup, est-ce qu'un divorce hétérosexuel est plus chouette pour un enfant qu'un divorce homosexuel? Alors, il faudrait demander à l'organisation La Manif pour tous, hein, qui existe toujours. La Manif pour tous, je vous rappelle l'anagramme, LMPT. Voilà, on aurait invité Bigard, je veux dire à la place de Quick et Fluke, là, on aurait quand même vachement plus rigolé. Mais bon, enchaînons avec un brave monsieur. Moi, je suis contre. Ouais. Tout de suite, parce que je vois pas pourquoi on mettrait parent 1, parent 2. Il y a un père et une mère, puis c'est tout. Hein. Alors pour les familles homoparentales. Ah non, homoparentales, on met, je sais pas, père ou mère 1, ou père ou mère ou père 1, puis voilà, puis c'est tout. Alors attendez, parce que s'il faut bac plus 8 pour remplir le formulaire, on va pas s'en sortir. Ça va être compliqué pour les élèves de primaire. Ceci dit, il n'y a rien qui justifie la hiérarchie qui voudrait que dans les couples hétérosexuels, le père ce soit parent 1 et la mère parent 2. Ça va être le bordel dans les couples. Je vous dis, t'as mis ton connard de père en parent 1 alors qu'il s'appelle secrétaire 2 et la voisine 3 puis dans ta chambre. Ça va être le bordel. Oui, parce qu'il faut d'abord penser aux enfants. Avec les autres gamins à l'école, ouais, t'as deux pères, non? Ah ben justement, est-ce qu'il faudrait pas éduquer les enfants On pourra pas éduquer. Et maintenant, il y a des gens de différents. La France, maintenant, c'est de tous les côtés. Et c'est plus vraiment des Français. C'est-à-dire, c'est plus vraiment des Français. Quand on dit tiens, on va au pays, en vacances au pays, c'est des Français. Alors, attendez, parce que là, c'est pas le sujet. Déjà, j'ai l'impression que ça se complique un peu. Faudrait sur le formulaire mettre le
le niveau de francité. Hein. Bon, je me fais du souci pour notre petit péruvien, hein, pas bleu. Hein, ils vont vous renvoyer dans votre pays. Qu'est-ce qui va nous rester de vous? Votre génie, voilà le souvenir de votre génie, et puis une tenace odeur de transpiration. Bon, c'est flippant. C'est flippant tout ça, mais heureusement, il y a des Français qui ont des solutions. Dans les couples homosexuels, on se rend bien compte qu'il y en a un qui est plus masculin et l'autre plus féminin. Par exemple, Fogiel. Eh ben moi je pense que je le mettrais en parent 2 si j'avais. Parce que je trouve qu'il est plus féminin que son compagnon et je me dis il doit un peu faire le rôle de la maman, Jean-Marc Fogiel. Jean-Marc Fogiel, ah d'accord, on ne connaît pas, mais Marc-Olivier, on connaît un peu plus. Alors de l'air à dire qu'il serait une bonne maman. Alex, vous qui connaissez un petit peu le showbiz. Vous vous permettrez pas. Nous laissez pas comme ça. On sait bien que là-dedans, le showbiz, il n'y a que des fils à parent 1 ou à parent 2. Bon, heureusement, il y a quand même des Français qui sont beaucoup plus directs. C'est des conneries. C'est le père et la mère, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Pour les homosexuels, ils ont qu'à prendre la main-d'œuvre étrangère, qui se démerdent, aussi bien pour les mâles que pour les femelles. Allez, qui se démerdent. Donc à baiser comme il faut, il va avoir à se voir. C'est des conneries. Une bonne partie de trou du cul, ça sort, ça fait du bien. Comment vous avez dit? Une bonne partie de trou du cul, ça fait du bien. Une bonne partie de trou du cul, ça fait du bien. Alors ça, c'est un cas intéressant. C'est la même personne qui dit que les homosexuels ne baissent pas comme il faut. Hein. Je cite, allô Freud? Oui, on a un petit problème avec ce monsieur. Est-ce que d'ailleurs, lui, il n'aurait pas des tendances homosexuelles? Oh non, je vois pas très bien. Moi. Je suis pas à la pédale. Hein. Je sais pas, t'es habitué à ces trucs-là. Hein, dans le temps, c'était pas comme maintenant, c'est vrai. Il n'y avait pas d'homo. Il n'y avait pas d'homo. Dans le temps, on le sait très bien, l'homosexualité est une invention de la CIA, je le rappelle, pour vendre des drapeaux arc-en-ciel et des t-shirts Freddie Mercury. Ça, je crois que tout le monde le sait, il n'y a plus de débat là-dessus. À moins que quand il parle d'homo, il parle d'homophobe. D'ailleurs, j'avais une dernière question. Est-ce que vous diriez que vous êtes homophobe? Bon, de temps en temps. Ouais. Bah oui, ils me font chier avec ça. Voilà, il est homophobe de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Voilà, l'homophobie, ça ressort de temps en temps quand on essaye de donner les mêmes droits à tout le monde et de rendre la vie un peu plus facile à chacun. Parfois, je crois que je tuerais parent 1 et parent 2 pour qu'on arrête les polémiques à la con. Merci Guillaume. Ah bah elle était bien gratinée celle-là. Elle était bien gratinée. 17h44 sur France Inter. Nous sommes en compagnie, donc comme vous dites, des Quick et Flup de l'orthographe. Arnaud Roux, Jérôme Piron, avec leur spectacle La convivialité, la faute de l'orthographe. Les discriminations à l'embauche, elles sont déjà très nombreuses, raciales, sexistes, liées à l'âge ou au lieu de résidence. Un sondage pratiqué auprès des recruteurs montre aussi une forte discrimination à l'orthographe. La majorité des DRH en font même un argument de mise à l'écart des candidats. Cela dit, être très mauvais en orthographe produit des conséquences aussi inattendues. Il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie. Pain de mie, ça me fait chier, tu vois. C'est que pain de mie chimique, pain de mie chimique. Enfin, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. C'est abusé, ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Mais Victor déteste Twitter. Hein. Faux, j'ai des Twitter. J'aime ça. Toi, t'as des Twitter? Oui, j'ai des Twitter. C'est clair que c'est chimique, le pain de mie, mais... Pandémie. Pardon? C'est pas pain de mie? C'est pandémie. C'est une putain de pandémie. Problemos, le film d'Éric Judor. C'est un article trouvé dans Aujourd'hui en France. Il y a une double page aujourd'hui sur l'orthographe. Oui, exactement. Parisien aujourd'hui. L'orthographe est donc aussi un critère de discrimination. Oui, Ouais. depuis très longtemps, les lettres de motivation sont, quand elles sont truffées de fautes, sont discriminantes pour la personne qui les écrit. Ceci dit, c'est pas vraiment surprenant. Encore une fois, on réinvente pas l'eau chaude, dans le sens où l'exercice de lettre de motivation est un exercice avant tout de forme. En général, les gens qui écrivent des lettres de motivation sont plutôt motivés. C'est rare d'avoir des gens qui disent je suis pas trop motivé, je sais pas, j'ai pas trop la pêche, etc. Donc en gros, à motivation égale, des lettres de motivation honnêtes, ouais, ça voilà, c'est ça, des lettres de démotivation. C'est intéressant. Mais donc à motivation égale, le critère de l'orthographe est un critère qu'on utilise ou de la langue en général, hein, parce que effectivement, avoir un bon niveau d'expression est une manière de montrer soit qu'on a eu un parcours scolaire plus prolongé, soit que on fait attention. En fait, c'est un exercice aussi de conformité à une norme, en fait. Et à partir du moment où on se conforme à cette norme, on a un rapport à la docilité, à l'obéissance, voilà. Mais c'est de la discrimination alors? Si on est écarté parce qu'on a une mauvaise orthographe? Alors ça dépend du job, ça dépend aussi de la chose qu'on demande requises. Voilà, et d'ailleurs il y a une étude qui a attesté que plus l'emploi était
à degré de compétence élevé, moins l'orthographe intervenait. C'est-à-dire que quand on a un job d'ingénieur très pointu ou de médecin, on s'embarrasse pas de ces questions-là. Par contre, pour trier à la base les gens qui doivent balayer les rues ou nettoyer les façades, on a plus souvent recours à ce critère parce que c'est pratique en fait. Déjà, médecin, faut réussir à lire ce qu'ils écrivent. Hein. Bon. Moi, quand je suis venu vous voir, parce que vous faites le spectacle, il dure 1h10, on va dire, et puis vous proposez de débattre, parce que tout le monde a envie d'en parler, donc vous vous sacrifiez pour le faire vous-même pendant un petit quart d'heure. Il y avait une DRH, et c'était une des premières à poser une question, elle a dit, mais en fait, je m'en veux. Moi, j'ai jeté plein justement, de CV à cause de ça. Est-ce que c'est aussi ça que vous avez envie de prouver, que les gens reviennent sur leur certitude, quoi? Ouais, certainement. Mais ça vous fait plaisir ce genre de commentaires, c'est ça ma question. Oui. Mais nous, de ce dont on rêve, c'est que l'orthographe soit suffisamment bien foutue pour qu'il y ait moins de fautes. On est tous d'accord là-dessus. On a envie qu'il y ait moins de fautes globalement. Et ce qui est assez intéressant, c'est dans l'article justement dont vous parliez, c'est qu'on ne remet jamais nulle part en cause l'orthographe elle-même. On dit voilà, les gens la maîtrisent pas, mais on a l'impression que en elle-même, tout le monde devrait la maîtriser, alors que personne ne maîtrise parfaitement l'orthographe du français. Personne. Et qu'elle-même ne se maîtrise pas, puisqu'il y a plein de règles qui viennent d'erreurs. C'est ça. Et donc, on prône la rigueur. On prône constamment, il n'a pas fait preuve de rigueur. Mais alors qu'on ne fait jamais preuve de rigueur avec l'orthographe elle-même. Donc c'est ça qui est assez fou, qui fait penser à la discrimination. C'est qu'on utilise un outil pour faire une chose et on n'applique pas cette chose à l'outil lui-même. Oui, mais plutôt que d'être plus rigoureux avec l'orthographe en elle-même, est-ce qu'il ne faudrait pas juste se lâcher la grappe vis-à-vis des erreurs, en fait? Ça dépend lesquelles. C'est un peu les deux. En fait, ça dépend lesquels. Ouais. À partir du moment en plus, à partir du moment où on prend du recul par rapport à l'importance de cette orthographe, forcément, on va commencer à moins juger les gens sur ces questions-là. Donc, ça doit être un double mouvement, en fait. Mais c'est vrai que si on améliore l'orthographe, parce nous, on préfère parler d'amélioration que de simplification, il y aura moins de fautes. L'esprit critique appliqué à l'orthographe, et on verra tout à l'heure avec le sujet sur l'académie, qu'il s'agit aussi d'un outil de reproduction sociale, ce qui est sous-jacent à votre spectacle conférence qui s'appelle La Convivialité, qui est en tournée et qui fait l'objet d'un livre qu'a lu Juliette Arnaud. Un livre qui s'intitule La faute de l'orthographe. Oui. Déjà, le titre, faute de syntaxe, plantade, hein. La faute à l'orthographe. On a eu des grands débats là-dessus. Je vous félicite pas. Bon, moi, avant la lecture de votre livre, j'avais une position en deux parties. Une partie mesquine et assumée qui se traduit en gros par « moi j'en ai bavé pour avoir une orthographe à peu près potable, je vois pas pourquoi mon neveu de 8 ans n'en baverait pas autant ». Et une partie plus esthétique, avec la croyance que la beauté est dans la complexité et que, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le Cid Corneille. Digression pas totalement inintéressante. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, c'est une réplique assénée par le comte, celui qui, vous savez, à moi compte de mots, parce qu'il se croit trop fort, Jedi, pour se battre en duel avec le padawan Rodrigue, tellement trop fort que 10 lignes plus loin, l'épée de Rodrigue du château des Amygdales, et le comte mange les pissenlits par la racine. Fin de la digression. J'en étais là, et puis je lis votre livre. Alors d'abord, grâce à votre livre, une petite pensée émue pour le rappeur Jules qui s'était ramassé l'intégralité d'Internet sur la tête suite à un tweet particulièrement gratiné, effectivement, 288 fautes en 140 signes. Et je me souviens d'un paquet de gens qui invoquaient Molière faisant des triples lourdes torsadées dans sa tombe. Eh ben gros, Jules, t'es vengé. Venge-toi, venge-moi, toujours le Cid. On apprend entre autres dans votre livre que tout Molière qu'il était, dans sa pièce la plus fameuse de Misanthrope, Jean-Baptiste ne mette pas de H entre le T et le R. C'est que voilà, l'orthographe, telle que je me la suis fadée à apprendre dans les années 80, existe depuis 1835, sans pratiquement aucun changement d'ailleurs, et que Célimène et Alceste commençaient à échouer à s'aimer en 1666. 1666, c'est-à-dire juste après la mort de Richelieu, un des fondateurs de l'État moderne et de la monarchie absolue. Et le gars était aussi obsédé par l'idée de combattre les duels. Hein. Tuez-vous à la guerre, mais pas entre vous. Ça, c'est pour prouver que ma digression n'était pas inintéressante. Donc, un des fondateurs de l'État moderne et de la monarchie absolue, et qui considérait que la langue était un pouvoir et que donc il fallait mettre en ordre tout ça. Poser un code commun grâce à l'Académie française. Tant pis si on recopie bêtement les erreurs des moines copistes. Tant pis si on comprend de traviole leurs abréviations. Tant pis si le credo de base, c'est de l'élitisme pur et dur. Je cite le texte, l'orthographe servira à distinguer les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes.
Et les simples femmes. Et allez, le coup-pied de l'âne. Ça m'étonnait aussi qu'on n'ait pas ramassé un peu plus tôt une petite calotte. On rigole, sauf qu'une bonne orthographe, la science des imbéciles, selon ma sainte mère, mon parent 2, et la divinité des sots, selon Stendhal, mon parent 1, c'est un code curseur de réussite. Jules réussit sans doute comme rappeur, il aurait plus de mal comme député, quoique, ou plus simplement comme agent de la fonction publique. Or, être le propriétaire d'une orthographe correcte n'est pas l'équivalent, loin s'en faut, d'avoir une tête bien faite. Dans le film Première année, Thomas Lilti, réalisateur mais aussi toubib de formation, fait dire à un de ses personnages étudiants à propos du concours de fin de première année de médecine, et par ailleurs excellent élève, fils de chirurgien, et qui réussira le concours à la fin. Oui, j'ai l'air de spoiler, je peux pas m'en empêcher, c'est ma maladie, mais en vrai c'est pas la fin du film. Voyez-le, il est magnifique. Le personnage dit que, en gros, le concours, plein de questions en très peu de temps, ça fait environ 2 minutes par question. À ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir, soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Je pense que les meilleurs, ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain. Sérieusement, qui a envie d'être soigné par un dragon du Komodo? Même un dragon du Komodo avec une super orthographe. Question subsidiaire, et si on remettait tout ça sur la table, puisque ce français-là, c'est un peu notre ciment. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. C'est donc la faute de l'orthographe. Arnaud Houd, Jérôme Piron, les illustrations de Kevin Matagne. C'est paru chez Textuel. Si vous ne pouvez pas aller les voir sur scène, c'est dommage parce que c'est vraiment excellent. Vous pouvez toujours vous procurer le livre. Le plus jeune académicien avait 17 ans lors de son élection en 1652. Armand de Camboust. Un génie ? Très certainement, puisque c'était le petit-neveu de Richelieu, fondateur de l'Académie, institution politique d'une monarchie absolue. L'Académie sert-elle encore à quelque chose aujourd'hui? On ne remet pas en question l'apport folklorique, bien sûr. On se demande juste à quoi les académiciens passent leur temps. Jean Manhattan, mon humour fascinant. 2e tome de vos rébus, édité, s'il vous plaît, dans l'édition de la Pléiade. D'autant que vous êtes arrivé avec votre tout nouveau costume de l'Académie française. Alors, oui, non, hasard. Mais je vous en prie, je vous en prie. Alors, mon premier est une trompette de chasse. Mon deuxième est une partie de l'anatomie d'une femme. Et mon tout se trouve dans un bocal aigre doux. Un cornichon. Alors, le corps. Benoît Poulvord dans Monsieur Manhattan. C'est un article que nous avons trouvé dans le nouveau magazine littéraire de ce mois qui est vraiment cinglant avec l'Académie, qui dit à l'Académie qu'on doit des choix byzantins de notre orthographe la plus irrégulière et la plus élitiste parmi les orthographes de toutes les autres langues d'origine latine. Alors, il nous reste à peu près 1 minute pour développer cette question. Est-ce que c'est fait exprès pour distinguer le peuple et l'élite, cet outil de l'Académie française? Est-ce que les gilets jaunes ne devraient pas aller manifester devant l'Académie française? Il y a une chose qui est très, très évidente. On a rajouté des lettres pour faire grec à une époque. Donc forcément, il n'y a que ceux qui parlaient grec qui voyaient d'où ça venait et à quoi ça servait. Donc effectivement, ça ne concerne pas la population dans Sinon, son c'était ensemble. des I, tout simplement, c'est ça? Oui, voilà, des F. Enfin, Des PH, il faut rappeler d'ailleurs qu'il n'y a pas de PH en grec. Oui, c'est ça. On Le le dit PH, pas assez, ça. les PH et les TH en français sont cosmétiques. Ils ont été Oui, c'est pour rajoutés faire joli. que la langue française ait l'air grec quand elle est en compétition avec l'italien. Donc, Pour faire style, en fait. Donc, il y a une volonté d'avoir la langue, le sanctuaire de l'élite et se distinguer du peuple. En Oui, fonction et des encore, choses. si c'était réalisé par des gens dont c'est le métier, dont c'est la compétence principale, mais les académiciens ne sont pas linguistes, Eh oui. donc c'est pas leur. C'est d'ailleurs leur pour ça qu'ils activité n'ont jamais principale. été foutus de faire une grammaire. Ils ont essayé en 1932, ils se sont couverts de ridicule. Depuis, c'est fini. Depuis, ils en sont à la lettre T et on leur souhaite bon courage parce qu'avec tous les enterrements et puis les intronisations qu'il y a derrière, ça prend du temps. Hein. 17h55 sur Vous France ne viendrez Inter. pas quand je serai académicien Hein Vous viendrez pas J'aurais si. bien aimé vous avoir sous la coupe. Bah, Moi, si, je ferais peut-être une chronique sur vous. si vous organisez un petit pot. Arnaud et Jérôme, Je ferai quelques brèves en tout cas. on si je peux. a un sketch à vous proposer. Voilà. Arnaud, Jérôme, on va Super. continuer Non, on sur est pas vraiment l'Académie. comédien, on Mais vous l'a c'est dit ça ou qui est pas bien. C'est ça qui est bien. Vous n'êtes pas les premiers dans cette Super. émission. En plus, il le cache avant, il nous le file pas Bien avant. sûr qu'on le c'est donne terrible. pas, parce qu'on a parlé d'Académie. Mais savez-vous qu'il y a 10 jours, l'Académie a lancé son nouveau portail numérique du dictionnaire. Et voilà, vous êtes au courant. On va donc revivre ce moment où Hélène Carrère d'Ancos, alias Charline Vanhoenacker, a expliqué au reste de l'équipe comment ça allait se passer. Jérôme, vous êtes Valérie Giscard d'Estaing. Arnaud, vous êtes André Makin. Magnifique. Et Guillaume est Alain Finkielkraut. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au lancement de notre portail numérique. Et elle dit quoi? On refait le portail électrique? Non, c'est le portail numérique, c'est un site internet qui permet aux gens d'accéder à notre dictionnaire en ligne. Un site quoi? Qu'est-ce
soucis là, lui. Faites pas attention, il est assez tendu depuis quelques jours. Alors revenons à cette plateforme en ligne révolutionnaire. Nous sommes à la pointe de l'innovation. Oui, bon, c'est qu'un dictionnaire sur Internet, hein, il y en a déjà des dizaines. Ah bon? En plus, quand on n'a pas terminé la création de notre dictionnaire, il s'arrêtera à la lettre S. Notre dernier mot, c'est sabéisme. Islamiste? Pardon? Vous croyez que je vous vois pas venir, Ahmed, là? Moi, c'est André. André et Ahmed, c'est pareil. Vous voulez islamiser l'Académie française, c'est ça? Ah, vous êtes André Malraux. Calmez-vous, revenons à nos moutons. Et Allez. voilà encore des moutons que vous allez égorger, bande d'islamo-gauchistes à la bonne de Daesh. Oui. Bonjour, Luc Ferry. Oui, c'est pourquoi? Eh bien, je passais par là, je me disais, comme il reste les sièges libres, peut-être Non, que... non, mais ça suffit, on vous a dit non, monsieur Ferry. Hein. Ah, mais je vais tout de même vous laisser un CV. J'espère qu'il ne contient pas de faute d'orthographe. C'est amusant. Pourquoi on a refusé Jules Ferry? Non, revenons à la présentation, s'il vous plaît, pour vous montrer comment fonctionne cette plateforme. Je vous ai préparé un petit PowerPoint. Elle dit quoi, la dame? Elle nous présente le dictionnaire en ligne. Ah ouais, avec un PowerPoint. Voilà, le fonctionnement du PowerPoint est simple. Vous tapez sur, comment ça s'appelle, la tablette avec tous les petits boutons sur lesquels il y a des lettres. Oui, le clavier. Ah, voilà. Vous tapez le mot que vous cherchez, puis hop, la définition apparaît en numérique, c'est fou. Oui, mais ça existe depuis 20 ans. Hein? Dans 20 ans, je ne sais pas encore, mais je pourrais me présenter à la présidentielle. Vous êtes plein d'esprit, monsieur Giscard. On n'en aura plus des comme vous. Hein. Il y a moi. Non. Ah non. Bon, je fatigue, ça fait quand même 10 minutes qu'on travaille. Je vais dormir. Non, mais André, restez, je voulais vous présenter notre nouvelle acquisition. C'est un téléphone sans fil, ça permet de passer des communications tout en se déplaçant dans la pièce sans parler plus fort. Où ça, Edgar Faure? Voilà. Et on notera que les sages ont été très sages de ne pas donner une épée à Luc Ferry, lui qui veut prendre les armes, ça aurait été un peu dangereux. Merci beaucoup. Merci les garçons, merci Arnaud Hout et Jérôme Piron. Je rappelle que votre spectacle La Convivialité est en tournée dans toute la France et que c'est demain et jusqu'au 21 février, vous êtes au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis vérifiez près de chez vous, Évry, Chaumont, Neuilly-sur-Seine. Allez les voir ou procurez-vous le livre La faute de l'orthographe paru chez Textuel. Merci à tous. Eh bien, on va vous laisser le mot de la fin, les garçons, aux différentes façons d'écrire S. Le S, il y a les deux S, il y a le C, le CCD, le T, il y a X, Z, TH, il y a le STH, il y a les deux C, et on a même trouvé SCCD. Il y a l'échec scolaire. L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Vous pensez que mini rime toujours avec petit? Dans le SUV Mini Countryman, on peut installer confortablement 4 amis, le chien, les valises, les skis, les raquettes, la luge, l'appareil à raclette. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman? Découvrez le Countryman édition suréquipée avec full LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jantes 18 pouces, à partir de 360 € par mois sans aucun apport, entretien inclus. Méné. Exemple pour un Mini Countryman suréquipé 102 chevaux en LLD 36 mois sans apport, valable jusqu'au 31 mars 2019, conditions sur mini.fr. En quoi puis-je vous être utile? Alors voilà, j'entends parler de FCP, de SCPI, d'assurance vie. Ouais. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors moi je vous conseille surtout de ne rien faire. Hein? Rien tant qu'on n'aura pas fait un bilan précis de votre situation. À la Caisse d'épargne, nous pensons que pour bien choisir ses placements, il faut d'abord bien les comprendre. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé. Un bilan avec un conseiller expert, des simulations d'investissement et des solutions de placement pouvant s'adapter à vos objectifs. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. France 2. Le grand oral, présenté par Laurent Ruquier. C'est une grande première. Nous allons élire le meilleur orateur ou la meilleure oratrice. 12 candidats, un jury de personnalité, les 3 mots d'ordre pour ce premier concours d'éloquence à la télévision, convaincre, émouvoir et divertir. Le grand oral, demain soir à 21h sur France 2. 18h30 petites secondes sur France Inter. Bonsoir Fabienne Synthèse. Bonsoir Charline et les garçons. Revenez demain, même heure, même endroit. Nous c'est parti, ravi de vous retrouver. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Bienvenue sur la planète et sa banlieue.
Et c'est avec le journal qu'on ouvre ces 2 heures d'infos. Comme à chaque fois, bonsoir Amélie Perrier. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. L'essentiel de ce lundi commence avec un film presque en salle. La parole d'un cinéaste face à la présomption d'innocence d'un prêtre accusé de pédophilie. Un premier jugement donne raison à François Ozon pour sortir son film Grâce à Dieu mercredi. Un second référé est attendu demain. La France va-t-elle livrer les anciens militants des Brigades Rouges italiennes à Rome? La ministre Nathalie Loiseau ne voit aucune raison de s'y opposer. Rome qui soutient le mouvement des Gilets jaunes contre Emmanuel Macron. Un mouvement rongé par l'antisémitisme. Un rassemblement a lieu demain à Paris contre les violences faites aux Juifs. L'antisémitisme à l'origine de la démission aussi de députés travaillistes au Royaume-Uni. Il critique les ambiguïtés du chef du parti. Le glyphosate responsable de lymphome chez les travailleurs qui utilisent l'herbicide. Une nouvelle étude vient de paraître. Et puis, le cas de conscience des instances du sport face à une athlète qui fabrique naturellement trop de testostérone.